des plaques de camions qui sont tournés? Non, j'ai pas tout vu. C'est la nana, la 205. Elle a des lunettes. Mais c'est elle. J'en ai deux lunettes. On a parlé ensemble 10 minutes. Ah, mais putain, ça bouge trop, j'arrive pas, bordel de merde. Je pense que c'est le DG. Et je pouvais pas faire autrement, Ellie. On était dans 1 mètre carré ensemble. Oh oui, j'ai bien la tête du DG. Ah ouais, c'est le DG. Il vous observe, il vous épie, vous filme, vous photographie. Il travaille peut-être pour vos voisins, vos proches, votre conjoint, votre patron. Rien ne semble les arrêter. Mais des affaires, des scandales ont révélé leurs pratiques. Bruno Gassio, l'auteur des Guignols de l'info, écouté, pris en filature. Olivier Besancenot, espionné pour le compte du fabricant du pistolet taser. Les ordinateurs de Greenpeace surveillés par une mystérieuse officine. Au centre de ces scandales, des détectives privés. Une profession décriée qui aujourd'hui souhaite sortir de l'ombre. Proche banlieue de la région parisienne. Raphaël Martini est détective privé, ou plutôt agent de recherche privé. C'est le nouveau terme légal pour désigner sa profession. Pour des raisons de sécurité et de vie privée, Martini restera anonyme. Il travaille en indépendant pour des agences de détectives et ce jour-là, il a rendez-vous chez Eli Cohen, qui dirige une agence de recherche privée réputée. Tu m'as dit qu'il s'agissait d'une contre-enquête pénale. Cohen confie à Martini une mission très particulière. Il suffit de démontrer et d'apporter des éléments sur la véracité du temps qui est destiné ou on va dire, le temps qui est nécessaire pour faire un parcours. Une mission pour apporter une preuve déterminante dans un procès. Tu peux le faire sur les embouteillages. Oui. En roulant à vitesse normale. En roulant à vitesse normale, respectant les limitations évidemment. Une fois qu'on a fait ça, on aura des éléments et puis ensuite on verra si on poursuit. Bon bah Ellie, Salut. je te tiens au courant. Il s'agit d'une contre-enquête pénale. Ok. Une femme, jugée en assise à 18 ans de prison pour le meurtre de l'amante de son mari, attend beaucoup du résultat de cette enquête. En effet, son jugement pourrait être remis en cause si le temps du trajet qui l'accuse ne peut se dérouler en 45 minutes. Numéro 14. Ouais, bleu. 8h44. Donc on se prépare à y aller. Filmer, photographier, dicter ses faits et gestes, tout noter afin de rendre le meilleur rapport. Tous ces petits détails n'ont l'air de rien, mais au bout de cette mission, peut-être qu'une femme sera innocentée. Le rapport que Martini va rendre sera transmis aux avocats qui pourront le présenter devant la justice. Mais pour que ce rapport soit accepté par un juge, rien ne doit être laissé au hasard. 9h28, normalement, c'est la fin du parcours. C'est l'heure d'arrivée de la personne sur son lieu de travail. Donc conclusion, on n'y est pas du tout pour le moment, on est très en retard. Et donc c'est important qu'on le fasse plusieurs fois à des horaires différents parce qu'on pourrait argumenter du fait que voilà, on n'aurait fait qu'une fois le temps de trajet, que ça veut rien dire, que à l'époque il y avait moins de monde sur le trajet, ou voilà, et du coup dire vous ne prouvez pas que ce trajet n'est faisable que par exemple en 1h30 ou en 2h. C'est un peu comme entre guillemets le même principe que des scientifiques qui vont devoir répéter une expérience pour prouver que ça marche. Une fois ne suffit pas. Ce type de mission particulière, Martini en a déjà fait beaucoup. Bien loin de nos références cinématographiques ou littéraires, le privé d'aujourd'hui ne sirote pas le whisky les pieds sur le bureau et le pistolet sous le bras. C'est pas comme dans les films. Ouais. Non. C'est-à-dire que c'est pas comme dans les films. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des enquêtes avec multiples rebondissements, grands méchants armés, etc. C'est pas du tout c'est pas du tout le fond du métier. Et justement, c'est quoi le fond du métier ?
Oh bah, c'est très large, c'est la chronique ordinaire de la nature humaine. Ça veut dire? Bah, ça veut dire tout ce qui est du domaine de la fraude, du mensonge, de tout ce qui relève des conflits entre personnes. Désormais, les constats d'adultère ne représentent plus qu'une toute petite partie de l'activité des privés. Aujourd'hui, avec la compétition économique, les tensions sociales, la pression médiatique, ils enquêtent pour le compte d'industriels sur la concurrence déloyale, le vol dans les entreprises ou encore font du renseignement économique. Changement de cap dans la profession. Les nouveaux privés doivent être formés, bien formés. C'est à Melun que l'on forme les futurs agents de recherche privée. Cet institut de droit et d'économie est le seul campus universitaire français à dispenser 2 formations professionnelles, un diplôme universitaire, mais aussi une licence qui permet d'ouvrir une agence. En ce jour de rentrée universitaire, 750 étudiants sont présents. Parmi eux, 30 ont un profil particulier. 30 veulent devenir agents de recherche privée. Mais en ce jour de rentrée, l'ancienne promotion termine, elle, sa formation par une épreuve décisive à un grand oral. Une épreuve que Guillaume, 35 ans, vient de passer avec succès pour être gérant de son propre cabinet. Il veut rester anonyme car il travaille souvent en infiltration et ne veut pas être reconnu. Aujourd'hui, des lois qui se font, qui évoluent tous les jours. Notre travail, encore une fois, c'est de répondre à une problématique, quoi. D'apporter des éléments, de travailler en collaboration avec des avocats, des huissiers, des magistrats, quoi. Et dans cette formation, aujourd'hui, on nous recadre bien par rapport à ça, quoi. Dans la salle d'examen, des spécialistes du droit, mais aussi des figures du métier qui ne badinent pas avec l'éthique d'une profession qui parfois prend des libertés avec la loi. En veste blanche, celui qui représente la déontologie du métier, Christian Borniche, 40 ans dans le métier. On le surnomme l'encyclopédie. Il est à l'origine de ces formations universitaires et avec lui, on ne plaisante pas. La candidate vient de faire un stage dans une agence de recherche privée. On lui a confié une mission et aujourd'hui, elle doit justifier son rapport d'enquête. Sécurité. Pour la première enquête, la demande du mandant, d'essayer de déterminer l'origine d'un coulage de marchandises en provenance d'un magasin qui se situait dans un centre commercial. Il se posait des questions sur 3 protagonistes qui étaient le directeur du magasin, le directeur régional et un ex-salarié. Et donc je me suis aperçue que l'ex-salarié vivait en fait avec le directeur de magasin. Est-ce que vous ne considérez pas que ça rentre dans sa vie privée, ça, déjà, d'une part? Ah si, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors est-ce que cette information a été retranscrite au client? Dans le rapport d'enquête, oui, dans mes souvenirs, ça avait été écrit. Il y a à plusieurs reprises des problèmes de respect de la vie privée dans ce dossier. Il n'est pas précisé si les salariés, si le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait ces contrôles ou pas. Il n'est pas précisé non plus quel était l'objet du rapport. Est-ce que c'était pour engager des poursuites disciplinaires contre le salarié ou engager des poursuites pénales? Car la procédure n'est pas du tout la même. Hein? Alors, dans un cas, votre rapport peut être utilisé, dans l'autre, non. Que le directeur de l'agence l'ait fait, c'est son problème. S'il méconnaît des dispositions juridiques et si son client a des problèmes, ça sera ses soucis personnels. Ce que je vous reproche simplement, c'est de ne pas avoir soulevé les problèmes juridiques. C'est-à-dire, voilà, là, il y a quand même un problème. On n'a pas à dire que, bon, on peut dire qu'ils sont à la même adresse, mais on n'a pas donné des explications sur le fait qu'ils vivent ensemble. Ça ne regarde personne. Dans quel cas pouvez-vous prendre une photo et la transmettre? Et à qui vous devez la transmettre? Alors on peut la transmettre soit directement au conseil de la dame, si c'est par rapport à l'avocat et si c'est dans l'intérêt aussi des droits de la défense. D'accord. Par contre, effectivement, une image, normalement, on n'a pas le droit sans consentement de la personne de la transmettre. D'accord. C'est ce que je voulais vous faire dire, c'est-à-dire que lorsque, pour les besoins d'une preuve, vous pouvez prendre une photographie sur la voie publique, mais que cette photographie ne doit pas être remise au client, elle doit être remise à l'avocat du client de façon à être transmise directement au magistrat, et dans ces cas précis, il n'y a pas de violation de la vie privée au terme de la jurisprudence. Christian, vous avez... Non, c'est bon. Respecter la loi, être dans la légalité. C'est ce que doit apprendre la nouvelle génération d'enquêteurs privés.
Depuis 1998, 230 diplômés sont sortis de l'université de Melun. Les enseignements qui sont dispensés à l'université Paris 2 sont doubles. D'une part, des enseignements juridiques, essentiellement tournés vers l'exercice de la profession, et des enseignements techniques. Alors, les enseignements juridiques, c'est bien entendu tout ce que les enquêteurs ou les candidats à la profession doivent connaître pour ne pas commettre d'impair, pour ne pas franchir la ligne jaune ou la ligne blanche maintenant, de façon à exercer leur activité en toute légalité, mais aussi en toute sécurité. Et les enseignements techniques, ce sont toutes les méthodes légales d'investigation. Donc on va leur apprendre des techniques telles que la surveillance et la filature, l'apprentissage de la photographie, l'utilisation de moyens informatiques, des bases de données. Par exemple, puisqu'on parle de bases de données, les informations que nous transmettons à nos clients doivent obligatoirement être cryptées. Car si elles ne sont pas cryptées, n'importe qui pourrait les intercepter. Et cela constitue un délit pénal. Au passage, 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Connaître ses droits et ses devoirs, tel est l'enjeu de la formation à une profession qui attire des jeunes venus de tous les horizons. Retour chez Élie Cohen, patron d'une agence qui fait travailler plusieurs enquêteurs. Parmi eux, une stagiaire, encore étudiante à Melun. Céline a 38 ans, elle a travaillé dans la sécurité et il y a 3 ans, elle a décidé de se reconvertir. Un parcours très personnel, car un jour, pour régler un problème dans sa vie privée, elle a dû jouer au détective. Cette envie de devenir enquêteur privé ou agent en recherche privée, elle est née où? Elle est née allez, je dois l'avouer, de ma propre expérience, oui. Parce que dans la vie de tous les jours, on fait des actes juridiques tout le temps, constamment, sans s'en apercevoir, on ne le sait pas. Et il y a parfois des problèmes, quand ça ne fonctionne pas. Alors forcément, on s'adresse à des avocats, on s'adresse à des huissiers, et on se rend compte que les huissiers et les avocats nous demandent des éléments de preuve dont eux ont besoin pour notre propre défense, et que là, les éléments de preuve, il faut aller les chercher. Et alors, pour ma part, je n'avais pas les moyens de faire appel à un enquêteur de droit privé, donc j'ai été les chercher moi-même. Et c'est comme ça que Céline a pris goût au métier. Aller chercher des preuves, enquêter, faire le pavé et le bitume pour des filatures, Céline connaît. Bien qu'étudiante, elle travaille toujours à la sécurité ferroviaire en région Île-de-France. Mais une fois le diplôme en poche, elle espère bien être agent de recherche privée et travailler pour une agence. Dans ce métier, la patience est une qualité première. Aujourd'hui, la mission de Céline est d'obtenir des informations sur une femme dont le conjoint veut se séparer. Donc ça, c'est qui, ça? Ça, c'est la personne qu'on doit surveiller. La femme recherchée menace son mari de porter plainte pour abandon alors qu'elle serait handicapée et qu'elle aurait du mal à se déplacer. Seul problème, pour le mari, cette femme n'a aucun handicap et il voudrait en apporter la preuve devant un juge. En fait, l'idée, c'est de déterminer comment elle se déplace. Si elle est handicapée, dépendante... C'est elle? Non. T'es sûr? Non, c'est pas elle. Non, elle est moins corpulente. Elle est moins corpulente et elle est un petit peu plus grande. Ouais. Voilà. Entre une photo et une personne de pied Ouais. qui évolue dans la rue, il y a des fois des grosses surprises, notamment chez les femmes qui peuvent changer d'apparence comme de chemise. À la recherche de la moindre information, du détail qui fera la différence pour arriver à identifier cette femme, Céline va rappeler Élie Cohen. C'est moi, je suis sur place. Dis, j'ai oublié de te demander approximativement combien elle mesure. D'accord. Sinon, je vais essayer d'aller voir le monsieur, de sonner chez lui. Là, il y a un interphone et tout, on verra, je te dirai ça tout à l'heure. Le monsieur, c'est l'employeur de la femme recherchée. Obtenir des informations auprès de cet homme serait un plus. Céline va y aller au culot, en sonnant chez lui. Elle va recourir à une petite ruse, sans sortir de la légalité, comme elle l'a appris à l'université. Monsieur Baptiste, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Sophie Niraud et je voudrais savoir si vous pouvez me recevoir et me parler 30 secondes. Mais pas tout de suite, je suis devant ma porte, peut-être dans un quart d'heure, c'est possible. Mais il n'y a pas de souci, monsieur. Je reviendrai dans un quart d'heure, merci. Pour cette prise de contact, Céline s'est présentée en donnant le nom de Sophie. Sous quelle forme tu t'es présentée là à l'interphone? Au pif. Alors c'est la différence avec une usurpation d'identité où là, dans un contexte précis, pour un objectif précis, on emploie le nom de quelqu'un qui existe. Ouais. Ça, c'est une usurpation d'identité. Tandis que là, non, j'ai surtout... l'idée, c'était de ne pas dire mon nom à moi, quoi. Un quart d'heure plus tard, l'employeur de la femme recherchée ne répond plus à l'interphone. Pas de chance. Céline décide alors de se déplacer au domicile de sa cible. Identifier la personne recherchée est l'objectif de la journée. Prise de notes, trajet, photographie des lieux, ne rien oublier, restez vigilants. Toutes ces notes serviront au rapport de cette mission. Mais pour le moment, déterminer comment la personne recherchée se déplace, ça, ce n'est pas gagné. Céline est entrée dans le hall de l'immeuble. Elle va maintenant tenter de monter dans les étages et pour cela, elle va sonner à plusieurs interphones pour essayer de se faire ouvrir la porte. Et miracle, sans que personne ne lui demande rien, quelqu'un lui ouvre la porte. Et dans le couloir, surprise! Céline croise la femme recherchée et visiblement, elle marche sans béquille. Le contact avec la cible est établi. Céline fait son rapport téléphonique immédiatement à Élie Cohen. Je suis arrivée au 19, tu sais, de la deuxième adresse. Interphone et tout. Moi, j'ai sonné plein de fois. La porte s'est ouverte. Il y a une dame qui m'a croisée et qui me dit « C'est vous qui avez sonné ?» Je lui dis « Non. Je l'ai identifiée, c'était elle. » Mission remplie. Visiblement, la femme se déplace normalement. Le conjoint va en être informé et pourra alors engager une procédure de divorce, l'esprit plus en paix. D'ici là, Céline va faire des photos de sa cible pour compléter son rapport. Paris, les beaux quartiers. Rendez-vous boulevard de Courcelles, dans le plus ancien cabinet de détectives privés de France. Un cabinet fondé en 1924 par l'illustre René Faralic, l'homme qui a arrêté Landru, le tueur en série qui a défrayé la chronique il y a près d'un siècle. Dès l'âge de 6 ans, Éric Quenet prêtait main forte à son père sur toutes sortes de missions, notamment les surveillances. À l'époque, personne ne se méfiait d'un gamin de 6 ans qui préférait faire des filatures plutôt que d'aller à l'école. Le cabinet a évolué avec de nouvelles méthodes et approches d'investigation. Éric Quenet est en recherche permanente de nouveaux marchés et de nouveaux talents. Et à l'université de Melun, il a trouvé une perle rare parmi la nouvelle génération de détectives en formation. Cette jeune femme, genre première de la classe, est spécialisée dans les œuvres d'art. Pour des raisons de sécurité, elle garde elle aussi l'anonymat. La notion d'investigation dans les affaires de vol d'objets d'art, j'avais une approche qui était tout à fait classique de l'investigation, etc. Christelle m'a permis en fait de pouvoir identifier qu'il y avait de nouveaux besoins que les collectionneurs étaient susceptibles de pouvoir en tout cas étaient susceptibles de nous solliciter sur des choses tout à fait nouvelles, mais que je n'aurais pas pu, sans son expérience, proposer aux clients. Donc, conjugaison des compétences qui a permis en fait de faire naître un nouveau produit. Quel regard portez-vous sur le fait d'apprendre quelque chose à une personne qui a plus de 30 ans d'expérience? Moi, j'irais pas jusqu'à considérer lui avoir appris quelque chose, mais plus une ouverture sur une nouvelle discipline, sur un nouveau champ d'activité. Christelle se distingue en matière d'investigation. On sent qu'elle va au-delà de ce que l'on peut retrouver chez la plupart des stagiaires. Je ne dis pas que les autres stagiaires ne feront pas bien leur métier, mais elle a une particularité qui fait qu'elle se démarque des autres, très nettement. Ouvrir de nouveaux marchés, se professionnaliser, mais aussi redorer le blason d'un métier longtemps éclaboussé par les scandales, ce sont les nouveaux mots d'ordre d'une profession qui peu à peu s'organise. En dehors de l'université de Melun, il existe un autre moyen pour devenir agent de recherche privée et ouvrir une agence. Ça s'appelle la VAE, la validation des acquis et des expériences. Depuis 2002, ce dispositif permet l'obtention de tout ou d'une partie de la certification du diplôme universitaire, à condition de réussir un grand oral.
Les candidats ont des profils variés. Anciens banquiers reconvertis dans le recouvrement de créances, policiers à la retraite, ou encore un détective privé en exercice qui souhaite être diplômé. Chaque candidat a déboursé près de 450 € pour passer devant ce jury composé d'enseignants de l'université de Melun. Des examinateurs qui ne laissent rien passer. On va commencer, maintenant que vous êtes présentés, on va commencer à vous interroger sur différentes matières. Je laisse mon collègue. So you know now we interroge in English. So it's written here, you've got a good level in English. Can you prove it? Yes, I can prove it. I have a similar good level. I don't speak English. I'm not bilingual, but I speak it and I understand it. Yes. What is your profession today? My profession, I don't know how to say it in English. I'm a private. You're private. Okay, and you like it? Yes, I like it. L'anglais, c'était une simple mise en bouche. Passons maintenant aux choses sérieuses pour tester les compétences juridiques du candidat. Les examinateurs vont avoir recours à des mises en situation. Ils vont ainsi demander au candidat de se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise confronté à un problème avec l'un de ses employés. Bien, nous allons cesser avec l'anglais. Vous soupçonnez un de vos salariés d'avoir une concurrence déloyale ou d'aller sur des sites pornographiques pendant le temps de travail. Est-ce que vous pouvez consulter ses mails? Est-ce que vous pouvez consulter son ordinateur? Logiquement, oui. Oui, j'ai pas le cas personnellement, dans le sens où moi j'ai pas de collaborateur aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des moyens de tracer effectivement. Mais, Vous êtes certain? Il n'y a pas une atteinte quelque part? Non. Non? Mais il y a une atteinte à sa vie privée. Il y a une atteinte à sa vie privée, certes, mais au niveau, à partir du moment où il le fait sur son lieu de travail, il me semble qu'on a une possibilité de consulter effectivement et de tracer les... Non, on n'a pas, on ne peut pas. Okay, non, c'est protégé. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage de fausses qualités en matière d'enquête téléphonique? Je pense que c'est nuire un petit peu à la déontologie du métier. Maintenant, effectivement, de par notre métier, on a la possibilité effectivement de procéder à des enquêtes téléphoniques sans se présenter. Donc ça, c'est une chose. Après, usurper une identité ou quelque chose comme ça, moi, je sais que personnellement, je ne le fais pas. Au niveau de notre Et pour autant, vous obtenez des résultats facilement? On obtient des résultats, oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, déjà, au niveau de tout ce qui est administration publique, donc il y a un droit au niveau des mairies, par exemple, qui permet à tout requérant de pouvoir consulter les actes d'état civil et de se faire délivrer des actes d'état civil de naissance ou de mariage sans filiation. Au niveau de... Oui, d'accord, mais ça par téléphone, bonjour. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ensuite, effectivement, après, on peut faire des fax. On a des fax donc, qui nous présentent, effectivement, où là, on se présente sans usurpation, où on laisse nos coordonnées téléphoniques et fax, mail, éventuellement. Et après, c'est pareil au niveau des listes électorales. Donc, on sert essentiellement des textes légaux. De toute façon, la profession, c'est qu'on n'a pas plus de droits que les autres. Donc, on a des citoyens lambda avec les mêmes droits civils que les autres. Donc... Les candidats se succèdent et cet après-midi, mieux vaut connaître les lois sur le bout des doigts. Surtout que les lois qui encadrent la profession d'agent de recherche privée sont en train de changer. Didier, si tu veux continuer. Que s'est-il passé le 23 février 2009 dans notre profession? Le 23 février 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je l'ai lu. À cette question piège, le candidat reste sans voix. Je l'ai lu. 18 mars 2003, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est la modification de la loi, enfin, c'est la nouvelle loi, la modification de la loi du 12 juillet 83. Le candidat hésite, se trompe dans les dates. À sa décharge, il est vrai que la législation encadrant la profession est tout sauf simple. Le 23 février 2009 paraissait au journal officiel la dernière mouture d'une loi datant de 1983, modifiée en 2003, mais qui n'a jamais été complètement appliquée. Résultat, tout le monde à présent doit avoir son agrément préfectoral afin d'exercer la profession. Objectif, assainir la profession. Autre objectif, stopper les dérives. Comme par exemple quand un détective privé obtient une information auprès d'un ami policier, ce qui est illégal. On va partir de l'hypothèse, vous êtes installé comme détective privé, que vous êtes en pleine filature, et puis vous suivez une voiture, vous prenez le numéro de plaque. La question c'est, et vous avez besoin de savoir quel est le propriétaire de cette voiture, ou de cette moto, ce véhicule.
Comment vous faites? Ce sont des cas bien spécifiques, on peut en faire la demande pour lever le secret professionnel. On va dire que vous êtes sur cette mission qui est quand même apparemment chaude, hein, Oui. et puis vous avez besoin de ça tout de suite. Pourquoi n'appelez-vous pas un copain de votre service? Mais on peut le faire. Hein. Maintenant, c'est interdit. Je peux. Pourquoi je vous dirais non? C'est une question. Bon, je sais que, évidemment, le réseau de relations dans cette profession est très 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 important. Maintenant, c'est pas trop conseillé dans la mesure où le fonctionnaire ou la personne qui va vous donner l'information peut lui être directement inquiété. Et vous, on vous a déjà demandé ce genre de renseignements? Bien sûr. Et vous l'avez fait? Oui. Dans l'hypothèse où un de vos collègues, quand vous appelez votre collègue pour lui demander l'identification de cette plaque, qu'est-ce qu'il peut risquer? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez risquer? Lui, à son niveau, c'est un délit, donc hormis la sanction pénale, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais je pense que c'est... Et vous, en tant qu'enquêteur, vous risquez quoi? Je risque d'être inquiété aussi par rapport... Le candidat ne connaît pas bien la loi. La corruption de fonctionnaires est passible de prison jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, avec en plus une amende qui peut atteindre 150 000 €. Dans le jargon des détectives privés, obtenir un renseignement illégalement d'un fonctionnaire de police, ça s'appelle la tricoche, et la pratique serait très répandue. Merci, monsieur. Pour la plupart des candidats, c'est la douche froide. La validation des acquis et des expériences n'est pas une simple formalité. C'est un entretien assez pointu. Ouais. Je pense que je n'y étais pas assez préparé. Ouais. Et il va un peu plus loin que les acquis, même je vois au niveau de la profession de policier et de mes qualités d'APG20, ça va quand même beaucoup plus loin. Donc je pense qu'il y a un travail plus poussé, de recherche un peu plus poussé à effectuer de ma part. Des 5 candidats qui ont passé ce jour-là le grand oral, aucun n'a été reçu. Et ils ont tous été invités à suivre les cours de l'université de Melun. Pour Didier Roche, détective privé et en charge de l'enseignement, c'est une évidence, le métier a changé et personne ne peut plus s'improviser détective privé sans formation. Elle était nécessaire. Les grandes mutations économiques de la France, de notre pays, ont laissé place à un métier orienté vers quelque chose qui s'appelle la preuve. Et nous avons toujours pensé que ces connaissances juridiques étaient nécessaires pour exercer ce métier. Et bien nous en a pris, puisque l'Union fédérale des enquêteurs de droit privé a largement anticipé sur la réglementation qui est venue bien après. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que plus d'une centaine d'enquêteurs qui sont issus de notre faculté sont installés en France, exercent leur métier dans la dignité, dans la connaissance. La dignité et la connaissance. Ce discours est martelé par les enseignants de Melun. Il faut dire qu'ils ont beaucoup à faire pour changer l'image d'une profession qui s'est illustrée récemment dans des scandales retentissants. Comme celui qui est survenu lors de la sortie d'un livre. Un livre écrit par un ancien espion de la DGSE, Pierre Martinet. En 2002, Pierre Martinet se reconvertit. Il est engagé par Vivendi comme détective privé afin de lutter contre les décodeurs pirates de la chaîne de télévision Canal+. Mais très vite, sa mission se serait orientée vers l'espionnage d'une des figures emblématiques de la chaîne, Bruno Gassio. Pierre Martinet aurait reçu l'ordre de fouiller dans la vie privée de l'animateur vedette. Une affaire toujours en instruction dont le procès doit avoir lieu en 2010. En attendant, Martinet a eu le temps de réfléchir. On peut très facilement vous demander un renseignement, un petit renseignement sur un salarié de la boîte, c'est très facile. 1, puis 2, puis 3, on s'en rend pas bien compte, et puis petit à petit on est pris dans une connerie, on est pris dans une guignolerie, excusez-moi l'expression, et puis on arrive à aller faire de la filature sur une personne médiatique qui ne sert à rien. En fait. Un ancien des services ou un ancien flic, bien souvent, on lui demande quelque chose, il ne pose pas vraiment la question, parce qu'il a l'habitude de cloisonner tout ce qu'il fait, donc il a vécu comme ça pendant 20 ans, donc il se retrouve dans une société privée qu'il fait aussi, donc ça ne le choque pas vraiment. Jusqu'au moment où on s'en rend compte et on stoppe tout. C'est pour ça qu'il faut se préparer à la reconversion entre guillemets, même si on décide de continuer à faire ce métier, qui est passionnant.
Autre exemple aujourd'hui connu d'action illégale. Vas-y, c'est bon, j'ai du monde qui arrive. Ces images ont été tournées par des détectives privés et elles concernent l'une des affaires les plus sensibles, l'affaire Optimum, du nom d'une société fabriquant des meubles en bois. Blanche. L'affaire est très délicate, car la directrice de l'époque n'était autre que Laurence Parisot, aujourd'hui présidente du MEDEF. Il y a une laguna. En 2005, la société Optimum avait commandité une enquête car elle suspectait des vols au sein de son entreprise. Bah non, ils s'enlèvent après. Ok, tu vois, ils sont arrivés à quelle heure hein? La direction voulait connaître toutes les entrées et sorties des employés. Ouais, donc ils mettent 1 heure à décharger. Seul souci, cette surveillance réalisée par des détectives privés se serait poursuivie jusqu'au domicile des employés. Si cette affaire est connue, c'est grâce à un livre-choc intitulé « Allez-y, on vous couvre », qui révèle les surveillances des salariés de l'entreprise. L'auteur, Patrick Battendier. Après 22 ans dans la gendarmerie, il s'était reconverti en tant qu'agent de recherche privée et travaillait pour Kroll, une société spécialisée dans le renseignement économique. Selon Battendier, à l'époque, Optimum a eu recours à des privés pour éviter une enquête de police officielle. La stratégie à ce moment-là des dirigeants d'Optimum est de rester discret sur ces vols parce que je pense qu'ils sont déjà engagés dans une stratégie de revente et que faire intervenir à ce moment-là l'État n'est pas quelque chose qui les effleure pour cette raison, mais également aussi parce que certainement ils n'ont pas pu encore concrètement et complètement analyser d'où pouvaient provenir ces manques. Effectivement, ça aurait pu être une erreur comptable, tout simplement. Ça aurait pu être des erreurs en comptabilité, ça aurait pu être des écarts de stock qui s'expliquaient autrement que par des vols. Et je crois que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas voulu saisir les services de gendarmerie ou de police, qu'elle aurait effectivement très bien pu saisir tout à fait naturellement. Mais la question est surtout de savoir pourquoi saisir Kroll plutôt que de saisir n'importe quel agent privé de recherche, sachant que Kroll est quand même une structure qui donne plus dans l'intelligence économique qu'un simple agent privé de recherche qui est tout à fait capable de résoudre ces problématiques. Si Patrick Battendier dérange, c'est qu'il révèle qu'au-delà des agences de recherche privées, il y a ce que l'on nomme dans le jargon l'IE, l'intelligence économique. En fait, des agences de renseignement privées qui collectent des informations utiles aux acteurs économiques grâce entre autres aux détectives privés. Le leader mondial de l'IE se nomme Kroll, 60 bureaux dans le monde, répartis dans plus de 29 pays. Fondé en 1972 par un ancien de la CIA, la réputation de la société de renseignement n'est plus à faire. Nous avons tenté de rencontrer les dirigeants de Kroll et à 5 reprises, nos rendez-vous ont été tous reportés ou annulés. Les hautes sphères financières ont recours à Kroll, que ce soit dans l'évaluation des entreprises, la vérification de CV ou la surveillance des fusions-acquisitions. Des compétences qui pouvaient plaire à la direction de la société Optimum. Je pense que là encore, elle voulait la confidentialité totale et elle voulait aussi la puissance que pouvait avoir Kroll quant aux moyens qui pouvaient être engagés. Quoi qu'il en soit, Kroll, moi, m'a demandé donc, durant une période de 3 jours, 3 ou 4 jours, au mois de novembre 2005, d'aller me positionner avec une équipe devant la société et bien évidemment de filmer les entrées et les sorties du personnel de la société et de filmer l'intérieur également de l'entreprise pour savoir ce qui s'y passait, comment les camions qui livraient, comment ils étaient checkés, comment les marchandises pouvaient être chargées, déplacées à l'intérieur même de la société. Kroll, le leader de l'intelligence économique, ne ferait pas dans la demi-mesure. Et Battendier accuse, bien souvent, ses puissants donneurs d'ordre lui auraient demandé d'enfreindre la loi. Une société comme Kroll me demandait assez régulièrement d'avoir les intitulés bancaires des personnes ciblées, puisqu'il s'agissait de personnes avant tout, qu'ils soient administrateurs ou cadres dirigeants dans ces entreprises. Me demandait également le détail, donc les relevés de compte de ces comptes bancaires, me demandait également assez largement le détail des factures téléphoniques, c'est-à-dire des postes qu'ils avaient appelés ou des appels qu'ils avaient reçus, l'identification donc de ces numéros. Il me demandait également des filatures, des surveillances, ça ce qui rentrait dans le cadre légal de la profession d'agent privé de recherche. Et puis il me demandait aussi
des renseignements administratifs qui pouvaient être contenus dans les mairies, au fisc, dans les fichiers de police pour savoir si ces gens avaient été condamnés ou avaient fait l'objet de procédures. Patrick Battendier balance. Il n'hésite plus aujourd'hui à raconter les dessous d'une guerre économique secrète où les détectives privés sont en première ligne. Comme par exemple en Afrique, dans la compétition que se sont livrés Vincent Bolloré et Jacques Dupuy-D'autby pour le contrôle du port de Lomé. Une affaire qui remonte à 2005. À l'époque, le groupe Bolloré souhaite avoir le contrôle de tous les ports en Afrique. Et le port de Lomé au Togo est dans sa ligne de mire. Seul hic, il appartient au groupe Progosa de Jacques Dupuy-D'autby, le rival de toujours. Patrick Battendier explique aujourd'hui qu'il a été engagé en 2005 par Geos, une société d'intelligence économique, qui aurait été commanditée par le groupe Bolloré. Selon Battendier, il aurait eu pour mission d'obtenir toutes sortes d'informations déstabilisantes sur le principal rival Dupuy-D'autby ou sur un de ses plus proches collaborateurs. Le but était en fait de déstabiliser le groupe Progosa par l'intermédiaire de M. Gérard Perrier qui avait eu quelques démêlés avec la France. Et bien évidemment, la stratégie était une stratégie de désinformation et de déstabilisation. Et elle a abouti, elle est allée jusqu'au bout, puisqu'en fait, en désinformant, ils ont réussi, grâce aux renseignements que leur avais confiés, Geos a réussi à les transférer donc à Bolloré, qui l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, ont fait paraître ces éléments dans la presse togolaise, dans un hebdomadaire qui s'appelait d'ailleurs Le Combat du Peuple. Voilà. Et donc c'est apparu en première page. En première page, il y avait la copie du jugement de Gérard Perrier. Donc bien évidemment, l'information noire qui arrivait là au grand jour par rapport à une stratégie de déstabilisation qui avait été en toute logique demandée par le groupe Bolloré. Rattrapé par la justice, Patrick Battendier a déjà passé 4 mois en prison. Alors aujourd'hui, il préfère révéler les pratiques de son métier au grand jour plutôt que d'être un fusible anonyme. Patrick Battendier veut dénoncer toute l'hypocrisie d'un système opaque, pratiquement hors la loi, qui arrangerait tout le monde. À commencer par les services de renseignements officiels de l'État, la DST, avec qui Patrick Battendier, le détective privé, dit avoir été en contact régulier pour échanger des informations. Je suis inquiété de plusieurs chefs d'inculpation. Un qui est en fait la corruption de fonctionnaires. Corruption de fonctionnaires parce que, me dit-on, à quelques reprises, à 2 ou 3 reprises, j'ai fait appel à mes anciens collègues gendarmes pour leur demander l'identification d'une plaque minéralogique, pour leur demander la confirmation d'une adresse ou pour leur demander la copie d'un jugement auprès du tribunal de Paris. Voilà. Ce qu'a oublié de faire étrangement, ce qu'a oublié la justice de faire assez étrangement, c'est également de m'inculper pour la corruption de fonctionnaires, des fonctionnaires de la DST, puisque c'est eux qui me fournissaient la majorité de mes renseignements. Moi j'espère sincèrement qu'un juge digne de ce nom, lors du procès, s'interrogera sur le déroulé de l'enquête et voudra entendre les clients finaux, qu'il voudra entendre les Geos, les Kroll, qu'il voudra réentendre les gens de la DST sans aucun favoritisme cette fois-ci, qu'il voudra faire la part des choses de façon très, très procédurale et très droite. Peut-être est-ce que c'est un peu... Peut-être est-ce que c'est un peu illusoire de penser comme ça, puisque pendant toute cette affaire, ce que j'ai pu voir, c'est un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire couvrir des malversations faites par une institution qui se devait, apparemment selon le président de la République, être irréprochable. Le procès de Patrick Battendier devrait avoir lieu en 2010. Mais ce procès est une épine dans le pied pour la justice. L'affaire Battendier est un cas d'école pour toute la profession de détective privé. S'il a obtenu des renseignements confidentiels de la part de services publics, il appartient à la justice de déterminer s'il y a violation du secret professionnel de la part de ces services publics. Si lui-même a donné des informations confidentielles sur les affaires qu'il traitait pour le compte de certaines agences, Geos, Kroll, je crois, eh bien, il appartiendra à la justice de déterminer si lui-même a violé le secret professionnel et si les services publics ou les officiers de police judiciaire qui ont obtenu ces informations qu'ils n'auraient pas dû donner, sont coupables ou pas de recel de violation de secret professionnel. En tout cas,
Moi, personnellement, c'est pas la peine qu'on vienne me demander des renseignements sur mes clients, je n'en donnerai pas. Depuis les révélations de Battendier, les affaires de barbouzerie font de nouveau la une de l'actualité. Dernière en date, EDF et Greenpeace. Une enquête est en cours pour déterminer si EDF a mandaté un cabinet d'enquête privée, une officine, pour espionner Greenpeace. En 2006, un pirate informatique, un hacker, aurait même été engagé afin de surveiller plus de 10 ordinateurs de l'association écologiste Le Poil à gratter de l'énergie nucléaire en France. L'actuel président de Greenpeace, Pascal Husting, est un peu surpris. Des privés au service d'EDF, c'est plutôt inattendu. Ce qui ne nous étonnerait pas, c'est si l'entreprise d'État, EDF, se tournait vers les services de renseignement de l'État, les RG, la DGSE, pour en savoir plus sur une organisation qui met en doute l'idéologie nucléaire en France. Ça ne nous étonnerait pas parce qu'en plus, Greenpeace est toujours en face de ce type d'interaction avec les renseignements généraux et c'est quelque chose qui participe même éventuellement du jeu démocratique. Par contre, ce qui nous étonne gravement, c'est le fait que EDF, encore une fois une société qui opère 58 réacteurs nucléaires en France, se tourne vers une officine bas de gamme et que EDF prenne le risque de se faire avoir par une officine de barbouze. Question. Pourquoi EDF aurait-elle fait appel à une officine privée ? Très discrète jusqu'à présent sur cette affaire, l'entreprise que nous avons sollicitée à plusieurs reprises nous a renvoyé vers son avocat, Maître Gublin. Au passage, l'avocat va nous expliquer une particularité bien française. Il n'est pas dans l'habitude d'EDF de recourir à des officines privées pour une raison simple, c'est que EDF a l'avantage, en qualité d'ancienne entreprise d'État, d'avoir la possibilité de bénéficier des services étatiques. Je m'explique. S'agissant de la sécurité et de la sûreté nucléaire, EDF bénéficie d'un contrat tout à fait particulier avec la gendarmerie nationale, et c'est la gendarmerie nationale, par exemple, qui assure la sécurité sur les sites appartenant à EDF, ce qui est unique au monde. EDF est la seule entreprise au monde à avoir recours à ce type de procédé, c'est-à-dire à s'appuyer sur un appareil d'État. Il en est exactement de même en ce qui concerne l'acquisition de l'information, le renseignement, puisque là encore, EDF bénéficie de toutes les possibilités offertes par l'État, c'est-à-dire essentiellement les services de la DCRI, de la DGSE et éventuellement de la DRM. Donc toute la partie sûreté, sécurité est assurée par l'État. À partir de ce moment-là, nous n'avons aucune raison de recourir à des officines privées. Aucune. Comment se fait-il alors que l'affaire éclate avec une officine privée ? Bien, écoutez, il appartiendra au juge d'instruction de révéler la vérité dans cette affaire. Nous, depuis le début, nous souhaitons coopérer avec la justice. Ce qui apparaît aujourd'hui comme étant une évidence, c'est que deux salariés d'EDF n'ont pas respecté les règles internes et ont passé ce contrat en violation des règles internes à l'entreprise. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Il appartiendra au juge de mettre éventuellement d'autres faits en avant. Cette affaire a en tout cas révélé que les agences de renseignement privées et les détectives privés n'hésitent pas à recourir aux pirates informatiques. Rendez-vous pris chez Lexi, leader français de la sécurité des plus grandes entreprises de l'Hexagone, société créée par un ancien de la DGSE. La technique des pirates est celle du cheval de Troie, le malware, un programme informatique introduit à distance par un pirate dans les ordinateurs ciblés et qui permet la surveillance de tout système informatique en temps réel. En termes offensifs, un malware, il peut effectivement alors collecter toute la messagerie, peut collecter les appels vocaux, donc virtuellement toute la stratégie de l'entreprise, sa tactique, ses éléments commerciaux, etc. etc. Enfin, à partir du moment où on est sur le poste, après il y a juste le temps de traitement de toutes les informations qui sont collectées. Mais bien sûr, enfin, ce que je veux dire, c'est ça change la vulnérabilité de nos systèmes d'information, de manière générale dans la société. Quand on utilise des téléphones, des postes, etc., des réseaux, elle évolue avec toutes les techniques. Aujourd'hui, le malware est évidemment une opportunité d'espionnage. C'est une évidence, c'est un boulevard pour l'espionnage. Désormais, toutes les techniques les plus sophistiquées de l'espionnage sont à la disposition des détectives privés. Et les agents de recherche privés travaillent de plus en plus pour de grands groupes industriels qui ont beaucoup d'argent
Et parfois, guerre économique oblige, peu de scrupules. En France, réglementer la profession et ses pratiques, c'est devenu presque une urgence. Pour tous ceux qui ont franchi la ligne jaune et qui attendent un procès, c'est l'occasion de sortir de l'ombre pour expliquer qu'ils sont eux aussi les victimes d'un système. En France, on fait tout en dessous, tout le monde ferme les yeux et bien souvent la presse dévoile certaines opérations, certaines opérations complètement douteuses et foireuses, et tout le monde s'étonne. Comment est-ce possible dans notre pays encore? C'est encore possible parce que quelqu'un qui aujourd'hui a une société de renseignement privé, il faut bien qu'il vive. Donc derrière, il essaye d'utiliser tous les moyens qui lui sont permis, et peut-être plus, pour obtenir du renseignement et pour vendre du renseignement. Pour avoir le renseignement, dans le privé, c'est une partie d'échec. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Et pour avoir un coup d'avance, il faut avoir le renseignement que l'autre n'a pas. Pour avoir une plus-value, pourquoi un cabinet d'agents privés de recherche est plus demandé que l'autre? Parce qu'il va obtenir le renseignement que l'autre n'obtiendra pas. Aujourd'hui, cette profession est totalement floue. Alors, pour moi, elle est totalement floue. Un agent privé de recherche, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est borderline en permanence. Donc, quelle serait la solution alors? La solution, à mon sens, c'est d'en faire des auxiliaires de police, avec une mission bien définie, utilisable par des cabinets d'avocats, par des sociétés. Vraiment, il faudrait que cette profession soit totalement transparente, avec un code bien défini, en liaison avec les forces de police. Comme ça, je pense que ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Il y a une nécessité d'avoir certains renseignements détenus par l'administration française. Encore une fois, il ne faut pas ouvrir tous les fichiers à cette profession, simplement leur permettre de travailler par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir sur une enquête précise. Voilà, comme ça peut se faire aux USA, comme ça peut se faire dans d'autres pays qui ont compris que l'enquête privée était également l'ami de l'enquête publique. Retour à Melun le jour de la remise des diplômes universitaires et des licences de la dernière promotion d'agents de recherche privée. En tout, 39 lauréats. Le diplôme que l'on va vous remettre dans quelques instants récompense des efforts. Des efforts passés dont vous pouvez être parfaitement fiers. Céline a réalisé son rêve. À 38 ans, elle va commencer une nouvelle carrière. Encore une fois. Christelle, la spécialiste en œuvres d'art, n'a pas peur, elle, de la concurrence. Dans son domaine, c'est la seule diplômée. Certains d'entre eux, ceux qui ont une licence, vont même pouvoir demander l'agrément en préfecture pour se mettre à leur compte. Et peut-être accrocher le précieux sésame au-dessus de leur bureau. T'en es fier de ce diplôme? Ouais, je suis assez fier. Ouais. C'est 2 ans de travail, quoi. 2 ans de travail, 2 ans d'investissement. Enfin, on va dire 2 ans de sacrifice de vie perso, parce que pendant 2 ans, aucun week-end. Ça va faire de nous les enquêteurs de demain, enfin, et même d'aujourd'hui, pour le coup, parce que moi je suis déjà en poste, mais voilà, ce que j'en retiens, c'est qu'aujourd'hui, ça évolue. Comment dire, je cherche mes mots, je suis désolé, mais ça évolue dans tous les sens du terme. Ça évolue dans l'enseignement, ça évolue dans la pratique. Et je pense que tant que ce sera fait comme c'est fait aujourd'hui, voilà, ça ira dans le bon sens. L'avenir pour nous, voilà, maintenant, c'est mettre nos connaissances en pratique. C'est sûrement dans un avenir à moyen terme, peut-être aussi de nouvelles perspectives pour l'enquêteur privé à travers le complément d'enquête pénale avec la fin du juge d'instruction. C'est des collaborations peut-être plus étroites maintenant entre avocats et enquêteurs, puisque c'est quand même un métier qui, petit à petit, va être reconnu
pour ses compétences juridiques. Tous ces nouveaux professionnels vont aller chercher du travail dans les quelques 1500 agences de recherche privées qui existent en France. Et leurs professeurs, les déontologues de la profession, espèrent bien que ces jeunes diplômés donneront enfin ces lettres de noblesse à un métier en pleine mutation.